Bonjour à tous, c'est un immense plaisir d'avoir pu recevoir pour cet épisode Jérôme Le Banner, un combattant professionnel qui ne cesse de vouloir performer dans les sports de combat. Nous parlerons de son état d'esprit pendant ses compétitions, mais aussi dans ses autres activités comme la comédie. Un discours sans langue de bois. On se retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elle soit sportive, professionnelle ou personnelle. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bonjour Jérôme, comment tu vas ? Très bien, toi. Très bien. Très bien, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. On a fait le premier artiste sur l'épisode 5. Aujourd'hui, tu es la première personne que je reçois ayant une carrière sportive professionnelle, et pas des moindres, forcément. Jérôme, si quelqu'un se demandait qui est Jérôme Le Banner, comment tu te présenterais ? Un combattant qui a porté le drapeau français beaucoup au Japon. Et en fait, j'ai un peu démocratisé le fait de vouloir réussir dans le pays des arts martiaux. Pour moi, le Japon, c'est le berceau des arts martiaux. Donc pour moi, le Japon, c'est une renaissance, c'est une naissance et tout ça. D'accord, ok. Donc vraiment combattant, c'est ça que tu mettrais vraiment... Okay. Avant de devenir un combattant professionnel, ouais. Est-ce que tu avais d'autres rêves ou objectifs professionnels ou pas du tout ? Aucun. Tu savais pas où tu allais ? C'est assez bien, assez tôt, j'avais quoi ? C'était un matin, on allait à l'école, j'ai eu une révélation. J'ai une révélation que je voulais faire ça en fait. Et en fait, ça c'est monté crescendo, en amont, jusqu'à mes 18 ans, j'ai commencé le kickboxing parce que moi je faisais du judo, du karaté, tout ce qui était force de frappe retenue. Après boxe à 18 ans, donc, et puis après, je montais assez vite. À 20 ans, j'étais déjà au Japon. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que ça a été vraiment rapide. Ouais. Ok. Il y a moins de monde que maintenant, faut dire aussi. Oui, c'était une autre époque. C'est une autre époque, l'époque où est-ce qu'on avait un téléphone et où il y a un fil qui nous combinait, quoi. Donc maintenant, il y a Internet et tout ça, ça va très très vite. Et ça s'est démocratisé. Nous, à l'époque, rap, pitbull, vendeur de coke ou box style, c'était la même chose. Hein. On a activité occulte. Hein. Ouais, donc pour les impôts, c'était un peu compliqué. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, justement, comme tu dis, avec les réseaux, avec toute cette partie-là qui n'était pas là avant et qui fait maintenant partie, en grande partie, de la carrière d'un sportif. Oui. Parce que même un sportif qui n'est pas très bon, enfin, mine de rien, s'il y a une grosse communauté, si des choses comme ça, il peut... Ouais, ce qu'on appelle le hype. Ouais, voilà, c'est ça. Le trash talking, tout ça. Je pense que pour se définir, pour sortir la tête de l'eau, je pense justement qu'il faut être au sens contraire du fleuve, du ruisseau. Quoi. Faut aller pour moi, c'est ce que je ferais. Je trouve qu'il y a beaucoup de trash talking, maintenant, on écoute ça comme ça, un peu comme la violence. On parle de violence tous les jours, du matin au soir, dans les Morandini, tout ça et tout, donc dans les C8 et tout ça. Donc tu arrives au moment où est-ce que tu te dis, ok, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on vit. Le trash talking, pour moi, c'est ceux qu'on peur. Ce chien qui aboie ne mord pas. Voilà. Toi, ton truc, c'est de dire de... Moi, c'est les arts martiaux. Moi, je suis un mec d'arts martiaux. Peut-être un vieux con, machin. Dans les arts martiaux, je pense que c'est... avant de parler, je pense qu'il faut agir, voilà. Bon, après, tu peux. À je préfère parler après. Mais avec des bonnes choses. Non, je suis un... Non, j'ai jamais eu besoin de ça pour motiver. Non. Juste l'odeur du sang, ça me va. Tu préfères te concentrer vraiment sur la pratique en elle-même et pas sur ce qu'il y a autour. Ouais. T'as toujours eu la motivation de t'entraîner, de combattre, ça n'a jamais... ou est-ce qu'il y a eu des moments... Ça s'est jamais arrêté ? Il y a eu un moment, 36 ans, je venais de faire un film au Canada, c'était Fatal Bazooka. J'en avais marre de tout. Et puis il y a une personne qui m'a dit, mais écoute, les meilleurs sont où ? Je dis en Hollande. Elle me dit, let's go. Bon, elle était un peu américaine sur sa façon de penser, un peu positiveness. Et donc, j'ai dit, ok, let's go. Et puis en fait, je suis parti à Amsterdam-Montreuil, là où il y avait tous mes adversaires. Donc je suis pas parti de là dans la salle de mes adversaires, mais dans une salle qui était pour moi mythique, il s'appelait Shihan Tomarink, et puis c'était la bonne époque, le bon entraînement. Ouais.
Justement, à cette période, 35-36 ans, tu avais besoin d'un nouveau défi. C'est pour ça que du coup, tu as Ouais, été... 35-36 ans, généralement, c'est la fin pour une carrière sportive. Donc, bon. Non, il me fallait que je me remotive. Donc, en fait, j'ai été, comme disait, je sais plus, c'était un philosophe chinois qui dit, voilà, pour gagner la guerre, reste à côté de ton ennemi, le plus proche. Moi, j'ai fait un peu ça, j'ai été m'entraîner sur les terres hollandaises. Parce qu'en fait, la Hollande, c'était vraiment l'autre, c'était le Bouddha et la boxe thaï, le kickboxing. Donc, ils ont tout. D'abord, ils sont gros, ils sont grands, ils sont balèzes. Il y a moins de violence qu'en France, et par contre, ils sont plus violents dans le ring. Donc, va t'en savoir. Après ça, la motivation est venue. La motivation est revenue. Et c'est reparti. Et c'est reparti. C'est reparti. Bon, après, forcément, ça a été un peu différent, parce que à 36 ans, t'as le corps qui réagit moins bien. Moi, j'ai quand même une chance d'avoir. J'ai une chance jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, où est-ce que j'étais faire un IRM avec M. Bondeville, ouais, voilà, et puis il m'a dit, je suis Wolverine, quoi. Il se demande encore comment, même en... Il ne comprend pas avec les chocs Non, que tu as pu prendre. J'ai une hernie cervicale, une vraie hernie cervicale, c'est-à-dire que j'étais à Vegas quand on a décelé ça, et après, en arrivant ici, au bout de 15 jours, j'avais tout le bras droit, tout était comme si on m'a fait une ablation du pectoral. Et puis donc j'avais une grosse hernie, donc j'ai été voir un spécialiste et tout, il voulait mettre carrément une petite box dans le cou, et en fait j'ai une façon de faire qui fait, voilà, et donc non, tout s'est réparé, enfin non, c'est pas réparé, ça c'est un peu, ça c'est un petit peu non solidifié justement, ça s'est dû solidifier et justement que le nerf ne passe plus, j'ai un peu assoupli tout ça, et puis il m'a dit non, on n'a pas besoin d'opérer, il a carrément été. Et puis Bondeville, il le sait, le genou, je me suis fait opérer il y a 6 mois, c'est comme si qu'il y avait rien, quoi. Donc pour l'instant, je pense que quand je vais passer à la caisse, par contre, la caisse de la vie, je pense que. Ça risque de faire mal. Ouais, je vais vouloir payer à crédit, mais je pense qu'on va me dire que non, la sortie est par là. Mais ça me dérange pas. Tu t'es fait une grosse blessure au K1 sur le bras. Ouais, je fais une grosse blessure à l'avant-bras. Je me rappelle, il y avait un professeur qui m'a dit, que Monsieur Saillant, qui m'a dit non. Vous ne pourrez plus jamais boxer. Peut-être voir faire un peu de ping-pong ou voir du tennis. La boxe, c'est impossible. Comment voulez-vous prendre sur une plaque de 25 vis des coups de pied à 130 km/h ? C'est pas possible. Eh bien, bon, il a menti. Enfin, j'étais pas le bon sujet. Tu parlais tout à l'heure que l'odeur du sang, déjà, ça te motivait, ça. Ouais. Ce qui te caractérise, c'est vraiment ton côté guerrier. Dans le combat, tu cherchais plutôt la victoire, le spectacle ou le dépassement de soi, vraiment le contact. La victoire, parce que donc qui définit la victoire, je cherchais l'excellence. Je cherchais l'excellence toujours. Mais dans l'excellence, il y a l'excès. Donc voilà, c'est la fois que je me batte aussi contre ça. Et puis non, la victoire. La victoire, parce que qu'est-ce qui dit coup de la victoire ? C'est un beau match. Bon, c'est vrai que des fois, il peut y avoir des victoires qui sont un petit peu houleuses, donc c'est vrai que j'ai des victoires où j'aurais préféré perdre, tu vois. Puis on prend plein la bouche, pour me dire, voilà, ok, t'as fait une connerie avant, tu payes. Bon, voilà, donc non, je préfère une belle victoire, que les deux se sont rencontrés, qu'on ait fait plaisir aussi au public, et un beau dépassement de soi. T'as toujours réussi à te dépasser ? Tu t'es toujours senti vraiment fier de toi après chaque combat ? Non. Faux. Ah non, d'ailleurs, les victoires, je les fais pas, pratiquement. Je fais plutôt des défaites. Non, je suis plus... Non, une victoire, après, je suis... Tout bon est encore dans la tête. Et... Ouais. Quand j'avais rencontré... on avait fait la première année, on avait fait ça à Saint-Tropez, la Fight Night. Il y avait Sylvester Stallone qui était venu. Et j'ai mis au moins 4 jours à m'en remettre parce que je voulais essayer d'avoir le ressenti de ce moment, que ce monsieur-là que j'avais regardé étant jeune, c'était aussi une motivation, une idole. De le voir arriver, qu'on se la joue tous les deux, qu'il me donne la ceinture. Et il m'a fallu moins 3-4 jours pour essayer de me dire, mais attends, mais j'aurais voulu vivre en tant que spectateur, pas en tant que combattant, pas en tant que de faire arriver Monsieur Stallone. Non, j'aurais voulu. Mais bon, c'est ça, on peut pas être en même temps l'acteur et puis le spectateur. Et avant les combats, ouais. Du coup tu parlais d'après, ouais. Avant de monter sur le ring, qu'est-ce qui se passait dans ta tête ? Comment tu te préparais mentalement avant le combat ? Alors ma façon de faire, comme j'ai pas peur trop de la mort, je me dis je vais pas faire une réservation d'une table le soir même ou le lendemain. Pour moi la vie s'arrête. D'accord. La vie s'arrête. C'était le jour du combat, c'était... Ouais, j'ai ami me dire au revoir à ma fille, je dis au revoir et même surtout quand je prenais l'avion. J'avais mon frère qui s'appelait Philippe Govis, là, mon frangin depuis toujours.
Quand les stewards nous venaient nous voir en disant oui, monsieur Maner, un petit champagne, nanana. Puis moi, avant de monter dans l'avion, j'étais déjà dans mon truc. Je pensais à ma fille, pour moi. Je l'appelais tout le temps. Pour moi, c'est la fin. C'était un voyage sans retour. À chaque combat, Chaque c'était combat, cette vision que tu avais. Ouais. Il fallait que j'en avec les mecs j'avais toute une bande, on était toute une bande, hein, et surtout Philippe qui était avec moi tout le temps, et était réquisitionné pour dormir avec moi. Il faut que j'ai une présence. Pour moi, c'est la fin. C'était les derniers moments de ma vie. Et le côté famille, du coup, tu parlais de ta fille, ça a été important pour toi, ton cadre familial aussi dans ton... C'est un changement, surtout. Parce que vraiment, tu vis que pour toi. Ça t'a fait voir les choses différemment sur l'avenir, envisager ta carrière? Je pouvais plus prendre une décision sans avoir fait vraiment... sans avoir fait au moins 10 fois le tour, parce que il n'y a pas que moi qui reste que tout. Sa mère, elle est grande, moi je suis grand, la petite, non. Donc quand j'ai vu dans mes bras, cette petite, elle ressemblait en plus à une japonaise, toute les cheveux bien noirs et tout, non, je laisserai jamais rien passer. T'es aussi comédien, ouais, depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui t'a attiré déjà avant, ou c'est arrivé par hasard? Comment c'est arrivé c'est arrivé parce que je voulais faire plaisir à un pote, tu vois, comme quoi, je voulais faire plaisir à un ami. À l'époque, comme toujours maintenant, mais j'étais beaucoup en conversation avec Jean-Claude Van Damme et M. Van Vorenberg. Et quand il venait ici en France, il passait me voir, on s'appelait. Et cette personne-là voulait être figurant ou je sais pas quoi. Donc, il m'avait fait avoir une annonce avec Luc Besson, K2. Enfin, c'était Banlieue 13. Puis je sais pas, j'ai même pas pris le texte. Puis le mec Besson m'avait rappelé, il m'a dit écoute, j'étais attiré par ton jeu et tout. Bon, je voudrais qu'on se reparle et tout ça sur d'autres trucs. Écoute, on s'est vu 2, 3, 4 fois. Ça n'a pas matché, parce que peut-être aussi des problèmes d'oseille puis d'emploi du temps. Et puis après, je faisais un combat à Bercy, et puis il y avait Thomas Langman qui était là pour Astérix Obélix. Il m'a recruté. Et moi j'ai dit non, moi je figurant, c'est pas mon truc. Et puis non, puis même acteur, non. Il me dit ouais, il va y avoir la fille à Uderzo qui va être là. Depardieu, Clovis, tout ça et tout. Fais-moi mon main d'essai. Donc j'avais un texte à apprendre. Puis ils m'ont une perruque, ils m'ont maquillé, tout et tout. J'ai avec la petite jupette verte là. Je mets les lacets en cuir des chaussures romaines. Et puis j'entends j'arrête le cinéma et je trouve une famille. Et là je fais ça, je dis merde, le gros, le gros est là. Et il était là, il me dit alors on va se la donner aujourd'hui. Il me dit t'inquiète pas, ça va se passer. Il me dit si tu sais rire de toi-même, c'est le b.a.-ba du métier. Laisse-toi aller. Et je me suis laissé aller. Peut-être. Et tu y as pris goût? Et j'ai pris goût. Ouais, j'ai pris goût. C'est quelque chose que qu'est-ce que tu vas plus développer aussi par la suite ou pas le côté... écoute, là cette année j'en fais quand même pas mal. Je vais commencer mon 4e déjà. Je fais pas mal de séries. 4 tournages. Ouais, j'ai fait Capitaine Marlowe pendant 3 semaines, où je joue le rôle d'un officier spécial, enfin un officier en mission mandaté par un juge d'instruction. J'ai fait aussi une petite capsule avec mon ami Vincent Desagna pour la 6 qui va sortir cet été. Là, je tourne avec Stéphanie Pilanka qui fait des super films où j'ai déjà joué avec elle pour elle, d'ailleurs, pour la 6 l'année dernière. Donc là, c'est un film sympa, pareil, je suis un jardinier qui revient de Kaboul. Et voilà, donc et puis il y a un petit passage, je l'aime bien, un petit passage émotion. Et puis après, je fais, ça s'appelait La liste de Matignon avec David Charon, super grand réalisateur. On va commencer ça bientôt, où je joue le rôle du premier rôle, le premier rôle en tant que méchant. Voilà. Et tu parlais d'un passage où il y avait de l'émotion sur un des rôles. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vas chercher aussi un peu plus? C'est vrai qu'on a toujours un rôle plutôt... des rôles physiques imposants par rapport à ce qu'on connaît de toi, donc on te met dans des rôles soit méchant, soit le bagarreur forcément. Et est-ce que justement d'avoir un côté émotion, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, de voir un petit peu d'autres facettes ou de jouer d'autres facettes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir? On est en train d'expliquer que la mort de Guillaume, ça m'a fait quelque chose, et puis que moi aussi j'aurais bien voulu avoir des enfants, et puis que par rapport à mon activité, j'ai pas pu en avoir. Donc là, moi je le brode. Je me rappelle de 2-3 trucs, mais je fais pas une juxtaposition entre ce que j'ai vécu et le personnage. Parce que j'aime bien donner du sens à des mots. Si j'aime bien que les mots soient vivants. Dans ma tête, ils sont vivants. Donc, pour moi, quand je parle de Guillaume, qui est mort, et qu'on a retrouvé la chevalière sur le doigt de son frère, par exemple, pour le prochain truc qu'on va faire,
Guillaume, il existe. Donc pour moi, quand on me parle de la mort de Guillaume, c'est comme si on parlait... c'est même pire que là, on se connaît pas, mais si on apprend à se connaître, quand on apprend de ta mort, j'ai de l'empathie, je vais prendre ça, donc j'écoute. En fait, j'ai pris des leçons avec des grands de ce nom, et ils m'ont dit deux, trois choses, ils m'ont dit plein de choses, mais surtout ça, écouter. Quand on est acteur, généralement, on n'écoute pas. On s'écoute soi-même, s'écoute parler, on n'écoute pas ce que la personne... Non, c'est un dialogue, et il faut écouter. Donc si le truc te touche, il doit te toucher. Il n'y a pas besoin de chercher à savoir, en repensant au moment où ta grand-mère est décédée, ou qu'on a appris la mort de je sais pas quoi. Non, il faut... Ça jamais. Tu arrives à faire abstraction et à pas... Je peux prendre un petit peu, tu vois, comme quand des fois je vais... Là, sur le dernier film que j'ai fait, il a fallu que j'ai un dialogue... le dialogue était... Le texte était contrairement opposé à ce que moi je produis tout seul, tu vois. Parce que quand je parle, et là il a fallu que je parle avec des mots qui n'étaient pas les miens, mais je parlais pour avoir le même rythme. C'est le rythme des mots qui doivent sortir de ta bouche, ils doivent sonner, tu vois. Et s'ils sonnent pas dans ma tête, c'est pas mon nom. Je répète, et je remplace les mots du script par mes propres mots. Et après, tout doucement, j'arrive à broder. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident par rapport à ta vie de combattant dans de la comédie? La régularité. Quand je me dis tous les matins, je me lève, là je vais pas faire 3 km de rameur ou faire du Jacob Ladder ou du Airdyne en vélo. Non, le texte. La discipline. Ouais, discipline. Justement, les sports de combat, du coup tu as fini ta carrière en France l'année dernière. Ouais, ils m'ont kické. Et là par contre tu comptes continuer encore combien de temps? Je crée une fédération. Au niveau France, là je crée une fédération. Parce que je trouve que moi, ils m'ont laissé paître sur le côté. Ouais, ils m'ont laissé. C'est vraiment une bande d'hosties de cols. T'as été déçu de l'attitude Mais pas déçu, quand tu décides, c'est que tu t'attends à quelque chose. Moi, je m'attendais à rien d'eux. Je savais même pas qu'ils existaient. Donc, à un moment donné, quand j'ai eu un petit problème, j'ai dit attends les gars, il y a ça va pas. Donc, ils m'ont pas aidé. Donc, avec mon ami Anthony Xera qui s'occupe des stages, tout ça, on a décidé, puis avec un mec qui s'appelle Georges, qui est dans une association pour les gens de la jeunesse sportive qui travaillent. Il est assez haut placé, et donc lui, il nous a aidés. Donc là, on va être en confrontation avec la grosse fédération française de kickboxing. Donc là, ça me plaît. Et puis en France, oui, je suis allié avec Jérôme Bouffard pour promotionner le MMA en France, le MMA kickboxing et grappling aussi, on va faire ça. Donc ça commence à Rennes le 30 juin. Donc en France, ça sera surtout de l'organisation. Oui, ça sera de l'organisation Et au Japon, je pars le mois de juillet et je vais combattre le 4 septembre dans une cage. C'est des rounds de 1 minute. On peut rencontrer un sumo, un videur de boîte de nuit, un gangster. C'est assez particulier. C'est un autre concept. Ça s'appelle Breaking Down. T'as jamais fait ça? Non. C'est nouveau. Ça t'attire de faire des nouvelles choses? Ouais. Bah, Japon, j'aime bien. J'ai d'autres trucs en plus sur le feu là-bas. Donc ouais, j'aime bien le Japon. Enfin, j'adore ça. J'aime bien. J'adore. T'aimes bien la culture qui se dégage du pays? Mon sang se déverse là-bas. J'adore le Japon. Donc t'as un pied au Japon, ouais. Et t'as aussi toujours un pied ici en Normandie. En Normandie. T'es attaché aussi à la Normandie, particulièrement ou pas forcément? Parce que c'est vrai qu'on t'a toujours connu ici. Ma fille, mon entraîneur, Majid Massa, qui est devenu adjoint au maire, tout ça. Ouais, non, je trouve une belle ville quand même, c'est sympa. Bon, il manque un peu de luminosité de temps en temps, mais des fois le cœur des hommes, le cœur de l'être humain fait que ça donne un peu de chaleur. Est-ce que tu as justement à cœur de pouvoir faire des événements ici au Havre, avec ton organisation? Ouais, le public est très très dur quand même. Je le vois parce que j'ai des amis artistes, s'ils peuvent éviter l'heure, ils évitent. Ah bon? Ouais, parce que quand ils vont au concert, les gens ils ont l'impression d'être au cinéma. Et les gens, you have to clap on your hand. Tu vois, il faut les bouger. Il faut les bouger. C'est vrai. On va dire, si on peut. La fois, j'ai mon pote qui fait cauchemar en cuisine, là, Philippe Esteves, là, il est venu, il m'a dit, bon, là, il me dit, putain, on m'a dit que c'était moyen au niveau de la salle, l'audience, mais il me dit, là, par contre, j'étais hyper surpris que... Il a une bonne surprise, il a eu des parce qu'il est connu, puis il est jovial, tout ça, donc c'est un bon mec, c'est un bon vivant, donc il a réussi à transmettre cette belle positivité.
Donc, justement, il faudrait que tu fasses la même chose. Enfin, je pense Non, que... moi je suis trop je suis misanthrope. Moi. C'est, les gens, ils me gonflent vite. Moi. Quel rapport t'as avec les gens que tu rencontres dans le coin? C'est toujours bienveillant Bienveillant jusqu'à une certaine heure, quand il y a alcool, coke qui se mettent dans le truc, les gens ils sentent pousser des poils. Donc on est obligé de... Bon, je mets pas de claque parce que bon, à chaque fois ça tombe au tribunal, puis bon, je pense que aussi bien que les juges comme les procureurs, ils ont plein de cul de ma gueule, tu vois. Parce que tu peux aider des choses et ils te remettent... moi je sais pas, c'est pas bon. Bref, pourtant ils ont été longtemps sur mon cul. Mais bon, bref, soit ils sont très mauvais, ou soit je suis très bon. Mais bon, il y a un problème. Et donc, là dernièrement, on avait histoire de tigre, où est-ce un mec qui me dit, voilà, est-ce que tu veux un tigre, un chat? Moi, on parlait des gros chats, ces gros chats savannah. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas? Il me dit, je suis mon service, je t'apporte le chat, je t'apporte le tigre. Il vient avec des mecs que je connaissais pas, de Paris, et je vois, donc, qu'est-ce que je fais? Le mec, il me dit, ça fait tant, machin, il sait où j'habite, forcément mon pote, je l'engueule, et je lui dis, moi, je peux pas, et il me dit, il faut rendre l'argent, faut rendre le tigre, et je lui dis, le tigre, qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de puce, il n'y a rien. Donc j'ai appelé mon pote de Fort Boyard, pour s'il voulait le tigre, est-ce qu'il est pucé, j'en sais rien. En fait, j'aurais dû, après j'ai appelé une amie policière, qui a appelé qui a appelé la douane, donc la douane m'a dit, va porter le tigre au vétérinaire qui voit bien que c'est bien un tigre pour un chat, ok. Pour à la fin, tout me revient dessus. Les gendarmes, les gendarmes qui m'appellent, je leur dis, j'habite ici, j'ai été voir comme vous m'avez demandé le vétérinaire. Il me colle le truc au cul hey. Ça part d'une mauvaise interprétation. Ouais, et puis, la mauvaise tout de suite, interprétation, c'est le procureur avec 16 keufs chez moi. Elle est la mauvaise interprétation. Alors que un mec à Paris et un mec à Marseille, au même moment, c'était le même mec, au même moment, ils se font prendre avec le tigre dans la voiture, rien du tout. Tu vois? Mais bon, grâce aux réseaux sociaux, puis avec Clément, que je vais faire Fort Boyard bientôt, je pense qu'on va entendre parler de cette histoire. J'attends avec impatience. Vraiment, parce que quand t'aides pas les gens, on dit l'État peut se retourner contre toi. Moi, j'ai une amie à moi, qui a écrit le procès de Kafka. En fait, le seul problème, le gros problème, c'est que ils ne connaissaient pas les lois. En fait, tout le monde doit connaître. Non, c'est faux. On n'a pas de cours d'éducation sexuelle en France. Au Canada, ils l'ont. Aux États-Unis, ils l'ont. On n'a pas de cours de la loi. Comment veux-tu savoir de la loi? Tu l'inventes. Donc en fait, lui, il allait à son procès, GFK, en disant, m'en fous, il se passe rien parce que j'ai rien fait. Mais non. C'est la bonne défense, c'est déjà connaître la loi. Moi, je la connaissais pas. Sinon, j'aurais été directement porter le acquis de droit. Et d'ailleurs, c'est marrant, le tigre a été confisqué, parce qu'ils m'ont dit confisqué. Mais je sais, c'est moi qui vous ai appelé. Comment vous pouvez me confisquer quelque chose? Donc, il a été dans un centre à côté de Lyon, et je suis devenu parrain de l'association. C'est quand même marrant. Et eux, ils me reprochent d'avoir. Super. Donc, t'as quand même fait un suivi, malgré que ça t'a tombé un peu dessus comme ça. T'as quand même, ça t'a tenu à cœur de devenir un peu parrain. Il y a comme des gens, des juges, des procureurs qui peuvent être comme des bonnes claques dans la gueule, quand même. Je pense que... C'est important pour toi, la justice, le fait d'être juste avec les gens. Oui. J'ai fait des choses... voilà, mais pas... Ça pouvait pas incriminer les gens. Ça pouvait pas incriminer... Voilà, ça pouvait pas. Donc j'ai fait les choses... Voilà. J'aime quand les choses sont quand même droites. Oui, pour rebondir là-dessus, sur le fait que t'aimes bien les choses droites, et puis des fois, j'ai mon côté tangent. Hein. Et j'avais vu une anecdote avec l'acteur Vin Diesel de Fast and Furious, cette fameuse anecdote où il voulait pas s'entraîner et du coup t'as été le chercher. Mais ça montre bien que peu importe le statut, pour toi, il faut à un moment donné. Ça, c'est quelque chose qui. Je m'en tape. C'est important que tout le monde soit au même niveau. Je suis pas, j'ai autant de pas de joie, mais d'être content de faire ça avec toi que je suis quand je suis avec des gens hyper, j'ai pas le mot connus, des gens qui ont un truc dans le 7e art par exemple. Je m'en fous. Ça, je trouve que j'attends rien. Il y a tout à faire, j'attends rien. C'est vrai que t'as connu une évolution par rapport à ta carrière où t'as vu des gens, t'as côtoyé un autre monde aussi. Qui te répondent. Et aujourd'hui, toi aussi, t'es détaché de ça encore aujourd'hui. Je suis mec. Je suis dans la campagne. Je pourrais habiter à Paris. J'ai ma fiancée qui a une maison à Paris. Ça t'intéresse pas? Non. Moi, les gens qui blablatent pour les philosophes qui blablatent pour
pour pour faire bouger l'air et faire du vent. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas parce qu'à la fin ils font rien. T'es aussi à part. Par contre, ils disent aux autres de faire, mais ils font rien. Ils font pas. En général, c'est ça, les gens qui Ils disent font rien. des choses. Toutes les ils agissent conceptions pas. ont été faites, donc. C'est ça, c'est les gens qui n'agissent pas, mais qui t'empêchent Ouais, toi ouais, d'avancer ouais. Et puis parfois dans tes projets. Qui des fois qui t'oppriment ou qui te font croire que c'est à cause d'eux, enfin, que tu comprends rien, quoi, tu vois. Et puis c'est peut-être aussi à cause d'eux parce que tu ne fais rien. Mais comment? Et toi, tu fais quoi? Tu parles? C'est quoi tes valeurs, Jérôme, de vie? Ça dépend avec où je me trouve, dans quel pays, la location. Ça, je suis un miroir. Tu t'adaptes à m'adapte. l'environnement où tu te Je trouves. m'adapte. Le Jérôme d'ici n'est pas le même que le Jérôme au Japon. Non. Tu vas... Jérôme en Corse, il n'est pas pareil que. Comme... Non. T'es aussi apparemment un grand amateur de livres, de littérature. Bon, enfin bon, j'ai connu une personne qui était amoureuse des bouquins, qui est philosophe et tout ça. Je suis vraiment balbutiement. Par rapport à cette personne, mais toi, quand même. J'aime bien. Et qu'est-ce que ça t'apporte la lecture? Ah bah, j'ai pas été très très loin à l'école, donc j'étais au niveau première terminale. Moi, ça m'apporte des différenciations, des différenciations conceptuelles au niveau de ce que je pense avant, et des fois, en lisant, ça m'amène vers d'autres chemins. Alors, j'ai toujours le dictionnaire à côté, parce que j'aime bien tout comprendre. J'aime pas des fois on dit oui mais c'est bon, le mot tu le passes, mais ça va pas mettre un boulet à la phrase. Oui, moi j'aime bien. Donc ça me permet en fait d'être là au moment où je lis, à l'endroit où je lis, tout en étant disposé à. Je me donne le droit de partir de mon enveloppe. Est-ce que tu as d'autres projets? Donc là on a vu l'organisation, le fait d'organiser des combats. J'ai un gros projet. La comédie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, j'en sors au mois de juillet une première version. La version finale, ça sera au mois de novembre. Un jeu de boxe et kickboxing avec le casque. Je sors de Rennes. Donc sur toutes les plateformes, enfin sur les consoles. Ouais. D'accord, un gros projet. On jouera en casque virtuel. C'est beau, c'est sympa. Donc ça, c'est un projet sur lequel tu travailles depuis longtemps. C'est signé et là on est D'accord, en train de fignoler. D'accord. On ressort de on était à Rennes avec Olivier Fabre, Magid Nassa, Alexandro. Lui ça s'appelait Verboxing et puis donc là on a le nom du jeu n'est pas encore trouvé, pas encore seté. Mais là on est sorti de Rennes, où est-ce qu'on a été dans le grand centre de Rennes avec toute l'intelligence artificielle qui sert pour le tennis, le rugby, all that shit. Ouais, et là c'est bon. Ouais, ça va être quelque chose de fort, lourd. Il n'y a pas de concurrent en plus dans le domaine? Non. Oh, bah, Donc là, il faut rester attentif. Ouais. Tu vas en parler sur tes réseaux, choses comme ça. Ouais. Faut regarder et puis se tenir un jour de voir ce qui sort. Ouais, c'est un beau truc. J'ai une dernière question pour toi, Jérôme, la question principale de mon podcast. Ok. C'est donc, pour c'est toi. de la fioriture maintenant. C'est ça. Ok. Pour toi, qu'est-ce que la réussite? Est-ce que, par exemple, tu as le sentiment, pour toi, d'avoir réussi dans les sports de combat? Alors, il y a réussi dedans. Et là, tu me dis, là, tu veux la réussite de la vie, c'est ça? Bah, alors, c'est deux questions. Est-ce que toi, déjà, tu as réussi dans les sports de combat pour toi? Dans le sport, alors je dirais oui à l'instant T, quand j'avais entre 25 et 35, tu vois, oui. Là, oui, un mec du Havre, du Longuerre, s'entraînant dans son garage, en mettant des coussins sur les armes pour frapper dedans. Non, oui, je pense que oui, non, avant, j'ai eu de la chance, non, j'ai beaucoup travaillé. Pour toi, c'est du travail, c'est le fou de travail, comme toujours. Il croit. J'étais un moine. Je sortais pour une boîte de nuit. La première fois que je suis rentré en boîte de nuit, c'est pour y travailler. Donc, il n'y avait pas de boîte de nuit, pas de nana. J'étais comme un moine. Pourquoi on dit que les mecs du Déguestan, que j'entraîne au Factory, pourquoi ils sont forts? Parce que les mecs, il n'y a pas de femmes, pas d'alcool, pas de gonzesses, pas de tout ça. Et c'est des moines. C'est vrai que ça m'a toujours étonné. C'est vrai que leur culture, on les voit dans les combats, on voit qu'ils ont un mindset différent des autres. Le mindset est fixé depuis le début. Ils sont réglés dans la journée, on croit pas, prière, truc muche. Voilà. Ouais, justement, là, c'est vrai qu'ils sont tous dans la religion. Ouais. Tu vois que c'est vraiment une force pour eux, en plus, supplémentaire. C'est pas. Moi, j'ai pas trop. Là, j'ai pas trop lu le Coran, tout ça. Mais je suis plus du culture hébraïque, tu vois. Mais je trouve que quand tu es
l'être humain, il se disperse. Là, quand on lui lit à un gamin, moi j'ai mon pote Nassourdine d'ailleurs qui combat samedi à l'UFC, quand j'ai rencontré, et même toujours maintenant, c'est pas d'alcool, pas de cigarette, pas de femme, Quand t'enlèves tous ces attraits qui peuvent te faire pivoter, changer de route et tout ça, t'es fixé, t'es focalisé sur l'entraînement, sur ta réussite, sur toi. Il faut être un peu égoïste. Mais égoïste, pas envie. Non, égoïste sur toi, te renfermer et d'être dans ta bulle. Et moi, c'est ce que j'ai fait naturellement. Il n'y avait pas les Nassourdine, il n'y avait pas le Daguessan, il n'y avait pas l'UFC, il n'y avait pas l'internet. J'ai fait ça normalement. J'ai dit, si tu veux réussir, tu dois te concentrer uniquement et spécialement sur ça. Tout le monde doit c'est comme ça. À part, bon, t'as des cas, des brebis grises, on va dire, qui sont là, on dit lui, oui, ok. Bon, il y a toujours des exceptions, des gens. Mais non, c'est le travail, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller du cul. Là, ce week-end, j'ai fait un stage, il y a un mec qui vient moi me dit, on gagne combien au Glory, au K1, combien à l'époque, et l'UFC. Ah, j'ai dit, attends, tu veux être trader ou tu veux être boxeur, c'est être combattant, je comprends, c'est quoi le truc. Mais non, je veux là. Bon, là, je pense que ça peut être une motivation, même. Ça peut être une grande motivation si tu as un gros paquet de dettes, et là tu es obligé d'y aller, tu vois. Et puis par contre, les dettes, le problème des dettes, il faut que tu le laisses à côté. C'est pas mieux à ça, il faut se mettre là-dedans, il faut se mettre dans le truc. C'est-à-dire le combat, gagner, et surtout se faire mal. Il faut se faire mal, il n'y a pas de chier. Ouais, parce que comme tu disais, la personne que tu as eu en stage, est-ce qu'il n'y a pas un risque, souvent c'est ça, oui. ça qu'on dit aussi, si on veut quelque chose par l'argent, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la motivation se perde un peu, parce qu'il n'y a même pas l'amour vraiment forcément du combat. Il y a ça, il y a aussi le danger, parce qu'on joue au foot, on joue au tennis, on joue pas au combat, on joue pas à la guerre, non. Donc je veux pas dire par rapport aux autres trucs, mais c'est pas, pour moi c'est un sport bien, quand même un peu particulier, parce que ça donne des bonnes personnes en règle générale, parce que généralement, tout ce qu'on a au fond de nos tripes, on peut le ressortir, on peut le ressortir. Ça peut être un exutoire. Et justement, ça permet d'être plus calme dans la vie. Voilà. Donc, mais sinon, non, le mec qui veut faire ça pour l'argent, il est tout fou. Mais par contre, il peut me faire mentir. Et tant mieux, fais-moi mentir. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'à un certain niveau grand, ça frappe, ça fait très mal. Ouais, on se rend pas compte. Oui, c'est pas là pour. Il y a vraiment un impact sur ta vie, sur ton physique. Quand tu fais ça de ta vie et quelqu'un qui fait ça 3 fois par semaine, non. Donc là, on a parlé de la réussite sportive et de ta réussite sportive. Et du coup, plutôt réussite de la vie. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision ça ressemble à quoi la réussite d'une vie? C'est avoir une famille, avoir une femme, des enfants? Est-ce que c'est, comme la personne que tu as vue en stage, avoir beaucoup d'argent et pouvoir faire ce que tu veux? C'est quoi ton... D'être heureux, mais non. La réussite de la vie. De ton point de vue à toi. En ce moment, après, c'est cyclique. En ce moment, ça bouge un peu. Là, j'ai eu une période de novembre-décembre avec j'ai l'opération du genou. Donc j'ai eu novembre, décembre, janvier, février, mars, c'était un peu chiant, je me faisais chier. Je suis quelqu'un, je peux pas rester à rien faire, je suis obligé de bouger. Donc là, ça va, là, Israël, Dubaï, Dallas et Japon, en 2 mois, ça va être bon. Il faut que je me sente fatigué par les décalages horaires. Mais il faut que je fasse quelque chose. Après, je me dis, la vraie réussite, ça serait de faire ça tout le temps. Mais est-ce que toi, t'es heureux dans ta vie? Ce que me disait Christophe Rocancourt. Il disait ça, quand je voyais bien, quand il essayait de piéger les mecs, il disait, alors toi, David, est-ce que t'es heureux? Moi, ouais. Non. On sait plus. Non, c'est ça, c'est qu'il y a une grosse réflexion derrière heureux, parce qu'on sait même plus forcément qu'est-ce que ça veut dire être heureux. Ouais. Enfin, c'est vague être heureux. Est-ce que être heureux, c'est justement, tu dis... Moi, heureux, c'est comme une connaissance. On va faire un petit peu de philo. Il y avait un mec qui s'appelait Socrate, il faisait du maïotique. Le maïotisme. Le maïotisme, c'est de poser des questions. Tu vois, ça peut perdre la poche des os pour la femme qui attend ses enfants, son enfant. Et pour moi, d'être heureux, c'est comme avoir la vraie connaissance. La vraie connaissance commence où la connaissance s'arrête. C'est-à-dire que tu poses des questions à un docteur, tu poses des questions, et à un moment donné, le mec il va dire je sais plus. Et là commence la vraie connaissance. Je pense que d'être heureux, le bonheur, c'est là. C'est quand on dit est-ce que je suis heureux, c'est que tu y es pas.
C'est que t'as pas encore assez Non. appris à te connaître Là, aussi. c'est Parce que ça. c'est aussi de se connaître soi-même et savoir ce qu'on veut C'est ça. intérieurement. Quand tu commences à te poser la question de est-ce que je suis heureux, pas heureux, c'est que t'as pas atteint, c'est que t'as pas atteint le. Mais ça peut durer toute une vie. C'est vrai Donc, que on se ferait chier, imagine-toi. c'est ça aussi qui donne aussi l'engouement de aussi voir, de découvrir, d'apprendre à se connaître et puis Ouais. d'aller Là, dans j'étais la avec suite. quelqu'un qui doit être content parce qu'il a gagné un match il y a pas longtemps. J'étais avec lui ce week-end. Et bah écoute, il se prend la tête sur sa montre. Le mec, il prend l'avion comme tu prends le bus ou le tramway. Et il disait non, faut que je mette cette montre. Il était focalisé sur quelle montre qu'il allait mettre pour le match. Putain, est-ce que je vais mettre cette montre-là ou celle-là? Celle-là ou celle-là? Et donc quand tu arrives, dès ce qu'on appelle les problèmes comme ça, je pense que là, ouais. Là, on a pu lui poser. Et même lui, il dirait bah non, ça me fait chier parce que j'ai ma maison de Bahamas qui est en train de se monter. Puis aussi de Corliss, j'ai pas fait. J'ai pas calculé la bonne surface. Et là, ça commence. Est-ce que tu as des idoles ou des gens que justement tu admires par leur style de vie, leur style de pensée, que ça soit dans le sport ou pas, hein? Est-ce qu'il y a des gens que... Non, j'idolâtre personne. Non. J'idolâtre personne. Non. Je comprends. Non, j'idolâtre Même en personne. termes ou juste inspiration? L'inspiration, oui, beaucoup de gens m'inspirent. Beaucoup de gens m'inspirent, bien sûr. Puis en devenir, bien sûr. Mais ça peut être une amie qui va m'emmener à un musée, ou ça va. Et à la limite, cette personne va m'inspirer, ou même quelqu'un qui se lève. Moi, des fois, je pose des questions. Je fais le truc de la connaissance. Je pose des questions. Et je vais poser des questions avec un mec qui est en train de taper sur une grosse pierre, qui va faire les trottoirs et tout ça. Et des fois, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te motive à te lever tous les jours pour faire le même geste, tu vois, le même mouvement. Et Ça t'intéresse, ça m'intéresse. de voir un peu aussi Ouais, la vision quand des tu fais gens. tu fais quelque chose. Je pense pas que tu t'es quand t'avais 8 ans, on te posait à Noël ou à Hanouka, qu'on te disait, écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux faire quoi plus tard? Ah, bah, j'ai envie d'être casseur de pierre, j'ai envie de faire les trottoirs. Mais non. Donc voilà, donc il y a quelque chose qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive? De nourrir ta famille, ok, mais voilà. J'aime bien ça. Pour me donner un petit peu, pas bonne conscience, parce que ça c'est une bonne conscience de merde, mais j'aime autant je veux dire que je suis misanthrope, mais autant je suis très très attaché au bonheur des gens que je connais, et même ceux que je connais pas. Ouais, t'aimes bien comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose, comment s'ils le se cerveau, sentent bien, et puis comment ça le marche cerveau, au niveau le mental. cerveau, l'envie, j'aime bien les connotations comme ça qui vont s'allumer. Peut-être toujours un point de recherche, ouais. Parce qu'en fait, comme on dit en lutte, le corps ne va pas où la tête ne va pas. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont un peu, les jeunes ou moins jeunes, Ouais. et les gens qui sont peut-être un peu perdus dans leur vie justement, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire plus tard, les choses comme ça, perdus aussi dans leur travail, qui ont peut-être plus la motivation aussi de ce qu'ils font. Toi, quels seraient tes conseils? Se chercher, se poser les bonnes questions. Essayer de sortir son propre intérieur. Je pense que c'est avec ça. Réellement, d'être seul, d'aller marcher. Marcher, comme dirait Bergson, c'est un peu philosopher. Je pense que... C'est un travail sur soi. Ouais, je pense qu'il faut faire un gros travail sur soi. Après, n'attendre rien des gens. Ça, c'est français, ça. On attend. Non. T'as déjà été déçu, toi, de... Non, pas. Oui, plein de fois. On va promettre quelque chose. On va avoir une salle ici, et nanana. Puis après, j'aime cette personne-là, mais je l'aime pas. Je m'en celle-là. Non, bien sûr, tout le temps, mais tout le temps. Et justement, faut rien attendre. Si t'attends rien, t'es pas déçu. Travaille pour achever cette volonté de réussir. Voilà. Ce projet. Merci Jérôme, on arrive à la fin de cet épisode. Merci Jérôme d'avoir accepté l'invitation. C'est un peu dingue parce que je regardais tes combats quand j'étais gosse et là je me retrouve à échanger avec toi sur le podcast. Là j'ai 30 ans, Ouais. et il y a une quinzaine d'années, D'accord. Je regardais avec Huche, mon huche. frère. Mais du coup c'est assez dingue. Et là, ici, on est au Technigaz, et on fait le truc. C'est bon. Et c'est pour ça on veut que... Et je te sens heureux, là. Je te sens un petit...
C'est ça. Là, je suis vraiment Ok. content. Mais ça prouve que voilà, tout est possible dans la vie. Oui. Que quand on a envie de choses, tout peut se réaliser. Mais il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé Ouais. être là en face de toi. Et voilà, surtout faites les choses avec passion. Ouais, passion. Je te remercie également d'avoir partagé ton parcours, ta vision des choses. N'hésitez pas à aller suivre Jérôme sur ses réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.